Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais dans ce podcast, on parle souvent alimentation. L'importance d'une alimentation saine et de qualité, l'importance de prêter attention à ses sensations aux abords des repas, ainsi qu'à leur issue. Parce qu'une fois que l'on s'est alimenté, que l'on s'est nourri, que se passe-t-il dans notre corps? La digestion commence. C'est une fonction essentielle de notre corps puisque c'est elle qui transforme nos aliments en nutriments biodisponibles notamment. Il faut savoir que la digestion, ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans notre estomac, mais c'est un processus long qui commence dans la bouche et qui se termine aux toilettes. Et c'est la raison pour laquelle nous, naturopathes, nous sommes très curieux de savoir ce qui se passe pour vous à la selle. Mais comment tout cela se passe-t-il? Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne digestion? D'ailleurs, comment savoir si ce que nous ressentons est normal? Pour nous parler de ce sujet et décrypter toutes les étapes de la digestion, j'ai le plaisir de recevoir une spécialiste, Anne-Sophie Pasquier. Anne-Sophie est naturopathe, formée en micronutrition, spécialisée dans les troubles digestifs tels que le syndrome de l'intestin irritable, mais elle est aussi l'hôte du podcast Bien dans mon ventre, qu'elle anime chaque semaine et que je vous recommande chaleureusement pour la qualité des informations proposées. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Camille, merci pour cette jolie présentation. Avec plaisir. Merci à toi pour ta présence dans le podcast. Je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir aujourd'hui cet échange sur la digestion. Gros sujet. Avec plaisir, c'est un de mes sujets préférés, donc je suis toujours ravie de pouvoir en parler. Super. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi toi, tu as décidé de te spécialiser dans ce sujet qui est la digestion? Oui, avec plaisir. C'est vrai que moi, je m'y suis spécialisée avant tout pour moi parce que en fait, depuis toute petite, j'ai des problèmes de ventre d'aussi longtemps que je m'en souvienne, d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours eu un peu mal au ventre, un peu des nausées, des trucs. Voilà, en tout cas, la digestion qui se passait pas super bien. Et ça s'est vraiment empiré pour moi à la fin de la vie étudiante, tu vois, à l'entrée à la vie active, on va dire, où là, ça a vraiment été pire que tout. Donc j'ai commencé à chercher des solutions. Je suis allée voir des médecins, hein, voilà. Sauf que on m'a dit il faut manger peut-être un petit peu moins de ça, ou voilà. On m'a pas donné vraiment beaucoup de solutions. Et je suis allée voir un gastro-entérologue qui m'a dit c'est un syndrome de l'intestin irritable. Et donc partant de là, je me suis dit ok, d'accord, mais en gros ce qu'on me disait c'est vous avez ça, il va falloir apprendre à vivre avec, et voilà, c'est pas grave, mais ce sera là toute votre vie. Mais moi, je pouvais pas me contenter de cette réponse, donc j'ai creusé vraiment le sujet pour essayer de comprendre ce que c'était, voir si vraiment il y avait rien à faire ou si quand même je pouvais trouver des solutions. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a amené à ça. Et après, une fois que j'ai accumulé toutes ces connaissances, je me suis dit je peux pas les garder pour moi parce qu'en fait, je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. Et quand j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, je me suis rendu compte que effectivement, je n'étais pas du tout la seule. Donc ça m'a vraiment donné aussi envie de transmettre tout ça.
Mais voilà, vraiment à l'origine, c'était purement égoïste, si je puis dire. C'était vraiment pour trouver des solutions parce que j'étais un peu perdue face à tout ça. Mais c'est souvent ce qui mène beaucoup de naturopathes vers la naturopathie d'ailleurs. C'est souvent des problématiques Ouais, personnelles et le fait de pas avoir trouvé de réponse dans le système médical conventionnel. exactement. Preuve que nous sommes complémentaires, encore une fois. Si, il faut le rappeler. C'est ça, exactement, absolument. Moi, c'est souvent ce que je dis, j'ai absolument rien contre les médecins et j'ai beaucoup de respect pour ce métier, mais on est vraiment complémentaires parce que pour des problématiques comme justement le syndrome de l'intestin irritable, la médecine n'a pas forcément de réponse puisque c'est pas une maladie grave. Donc du coup, il faut aller chercher un petit peu à côté et voilà, c'est là où effectivement on est complètement, complémentaires. Bien sûr, et pourtant, il n'en demeure pas moins que tu avais de gros inconforts puisque ça t'a mené jusqu'au médecin. Ouais, exactement et c'est souvent d'ailleurs ce que je recommande, à toutes les personnes qui ont des troubles digestifs, d'abord allez voir votre médecin, bien sûr, pour qu'il y ait un diagnostic, un vrai diagnostic médical, qu'on puisse vous dire est-ce que c'est un syndrome de l'intestin irritable ou est-ce que c'est autre chose, auquel cas la démarche sera pas du tout la même. Et après, effectivement, quand il y a vraiment des inconforts, il faut trouver des solutions, qu'elles soient médicales ou pas, justement. Voilà, il y a plein de choses à faire, fort heureusement. Mmh. Oui, heureusement. Alors, comme je disais en introduction, la digestion commence dans la bouche, puis elle suit tout un parcours jusqu'à la sortie en passant par l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et ses différentes parties pour terminer dans le côlon. Est-ce que tu pourrais reprendre chacune de ces étapes et nous indiquer ce qui s'y passe et l'importance de chacune de ces étapes? Ouais, bien sûr. Moi, je dis souvent que, alors cette notion, elle est pas de moi, hein, je l'ai entendue en formation, mais j'aime bien la répéter parce que je la trouve vraiment parlante, que la digestion, elle suit un peu la loi du maillon faible. Donc c'est une série effectivement d'étapes qui sont interconnectées, on va dire, qui sont, l'une dépend de l'autre et s'il y a une étape qui fonctionne pas bien, c'est toutes les autres étapes de la digestion qui vont être impactées. C'est un peu ça la loi du maillon faible, c'est que si on imagine la digestion comme une chaîne avec différents maillons, s'il y a un maillon qui est pas solide et qui se casse, toute la chaîne va être impactée. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre aussi les différentes étapes de la digestion parce que souvent on a tendance à se concentrer là où parfois on a des symptômes. Si on a mal au ventre par exemple, plutôt en bas du ventre, on va se dire le problème il vient de la fin de la digestion. Si on a mal plutôt vers le bas du ventre, vers le côlon, donc la fin de la digestion. Mais finalement, il peut y avoir des problématiques qui viennent d'ailleurs. Donc pour reprendre un peu les étapes de la digestion, comme tu l'as très bien dit, la digestion, elle commence dans la bouche. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier que nos jolies dents, elles ne servent pas que à sourire, mais elles servent aussi et en premier lieu à mâcher nos aliments et à vraiment réduire nos aliments en une espèce de bouillie. On dit souvent que idéalement, il faudrait que la bouchée que l'on a dans la bouche, elle soit liquide avant qu'on l'avale. Bon, avant qu'elle soit liquide, il faudrait vraiment mâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce serait l'idéal, mais c'est un peu plus compliqué. Donc idéalement, il faut déjà commencer à réduire ces aliments en bouillie, c'est-à-dire qu'il y ait plus de morceaux, quoi, qu'il y ait plus de gros morceaux. Et il faut vraiment prendre son temps. Aujourd'hui, on a tendance à manger un peu vite et à oublier cette étape en se disant c'est bon, j'ai un estomac, il va faire le boulot. Sauf que l'estomac, il n'a pas de dents et heureusement parce que ça pourrait faire mal. Mais voilà, l'estomac, il a d'autres outils, mais il pourra pas remplacer le travail des dents. Donc effectivement, la première étape de la digestion, c'est la bouche. Donc il y a les dents qui sont utiles, mais il y a aussi la salive. Il faut pas l'oublier. La salive, elle est pas là que pour nous éviter d'avoir la bouche sèche. Dans la salive, il y a déjà plein de petites substances qui vont un petit peu analyser ce qu'on met dans notre bouche, ce qu'on est en train de mâcher, comme quand la salive va entrer en contact avec les aliments. Elles vont un peu envoyer des informations au système digestif. Si je caricature, c'est un peu attention, il y a des carottes qui arrivent, donc lancer la production de ce qu'il faut pour digérer les carottes. Là, je grossis vraiment le trait, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et puis, il y a aussi des substances dans la salive qui vont commencer à digérer, notamment les amidons. Donc, ils vont commencer à faire le travail, effectivement, de digestion. Donc, c'est pour ça que c'est important que cette étape, elle soit pas oubliée et qu'on prenne le temps, effectivement, de bien mastiquer nos aliments. Est-ce que tu peux rappeler les amidons, ce que c'est? Oui, très bon point. Les amidons, c'est ce qui va se trouver dans beaucoup d'aliments qui rentrent dans la catégorie des glucides, notamment tout ce qui va être le pain, les pâtes, les pommes de terre, etc. Donc des choses qu'on mange quand même assez régulièrement. Et en fait, pour beaucoup de glucides en général, mais surtout les amidons, la digestion, elle commence vraiment dans la bouche. Donc c'est pour ça, il y a vraiment une substance qui va commencer à attaquer ces aliments et à les prédigérer. Donc particulièrement quand on mange, bon, c'est valable pour tout, hein, mais encore plus quand on mange des aliments qui contiennent de l'amidon,
c'est encore plus important de vraiment prendre le temps de les mâcher et de pas les gober entiers. Donc voilà pour la bouche. Ensuite, ça passe par l'œsophage. L'œsophage, c'est juste une étape de transition, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étape de digestion. C'est vraiment juste, voilà, ça circule de la bouche à l'estomac en passant par l'œsophage. Et ensuite, les aliments arrivent dans l'estomac et c'est là où le combat commence un petit peu pour eux parce que c'est là où vraiment ils vont commencer à être sérieusement attaqués. En fait, l'estomac, c'est un milieu qui est très acide et on veut qu'il soit acide parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des remontées acides. On dit voilà, j'ai trop d'acidité dans l'estomac. Alors bien sûr, il en faut pas trop, mais il en faut quand même suffisamment parce que l'estomac, c'est vraiment un milieu qui est très acide et c'est ça qui va aussi favoriser la digestion. Donc dans l'estomac, les aliments là, ils vont être vraiment brassés et mélangés à plein de sécrétions qu'on appelle, pour résumer un peu, on appelle ça les sucs digestifs ou les sucs gastriques. Donc plein de sécrétions que l'estomac va lui-même sécréter, notamment de l'acide, voilà, pour vraiment venir attaquer. Il y a plein de différentes enzymes aussi, etc. Où là, c'est vraiment, on va venir dégrader les aliments et les brasser. Donc c'est pour ça que notre estomac aussi, il se contracte en fait dans tous les sens, sauf qu'on le sent pas, forcément, sauf quand on a très faim et quand on a l'estomac qui vraiment qui gargouille, on sent que ça se contracte. Mais sinon, voilà, normalement, il se contracte vraiment en horizontal, vertical, diagonal. Il va brasser tout ça. Alors ça se fait de manière assez douce, sinon on le sentirait, on aurait l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue la salsa dans notre estomac. Et donc ça va vraiment venir brasser les aliments pour les mettre en contact justement avec tous ces sucs digestifs. Et là, ça va vraiment venir commencer à les décomposer. Donc c'est-à-dire que autant dans la bouche, on essaye d'en faire une bouillie pour que dans l'estomac, ce soit plus facile pour tous les sucs digestifs d'attaquer les aliments. Et là, ils vont vraiment venir être découpés presque, c'est pas encore tout à fait l'étape, mais presque au niveau cellulaire pour que ensuite nous on puisse les absorber. Donc cette étape-là, elle est vraiment importante parce que c'est pareil, si cette étape-là, elle se passe pas correctement, tout ce qui va suivre ensuite, ça va être impacté. Donc voilà, là dans l'estomac, c'est effectivement assez violent pour ces pauvres aliments qui vont être attaqués par tout ça. Et puis ensuite, ça va sortir de l'estomac, ça va arriver dans l'intestin grêle. Et il y a notamment une étape qui est importante, qui est la jonction entre l'estomac et l'intestin grêle, qu'on appelle le duodénum, qui est vraiment le tout début de l'intestin grêle et la toute fin de l'estomac. Et là, il va encore se passer pas mal de choses, puisque là, il va y avoir d'autres sécrétions qui vont arriver, notamment celles sécrétées par le foie et par le pancréas. Et là, il va y avoir notamment la bile, qui est sécrétée par le foie, qui, elle, va plutôt s'attaquer à tout ce qui va être lipides. Donc, ça va vraiment venir digérer toutes les petites molécules de lipides. Et il y a aussi beaucoup d'enzymes qui sont sécrétées par le pancréas, qui vont arriver aussi dans le duodénum et qui vont continuer à attaquer les aliments qu'on a mangés pour les rendre absorbables. Donc ça, c'est quand même une étape aussi qui est assez importante. Et ensuite, le bol alimentaire, il va suivre du coup tout le trajet de l'intestin grêle, qui est quand même assez long, qui est vraiment fait de plein de petits plis et replis et recoins. Et voilà, c'est vraiment comme un peu une pelote de laine entortillée. Et donc là, tout au long de l'intestin grêle, le bol alimentaire, il va continuer à être attaqué par les petites enzymes digestives. Les enzymes digestives, c'est comme des ciseaux. Elles vont vraiment venir découper tous les aliments qu'on a consommés au niveau vraiment presque cellulaire. Je cherche un autre moyen de le dire, mais les protéines, par exemple, vont devenir des acides aminés. Donc, c'est vraiment le niveau le plus petit qui lui, va être capable de passer dans la circulation sanguine. Donc, c'est vraiment au moment de l'intestin grêle que tout ce qu'on a mangé va pouvoir être absorbé par le corps et c'est là où on va pouvoir en tirer tous les bénéfices. Donc, c'est tout au long de ce trajet de l'intestin grêle que tout le bol alimentaire va continuer à être digéré et où il y a un passage dans la circulation sanguine pour qu'ensuite ça puisse être distribué partout dans le corps. Et ensuite, le bol alimentaire, il continue son trajet, il va arriver dans le côlon, donc le gros intestin. On l'appelle aussi côlon, gros intestin. Et là, c'est vraiment la dernière étape de la digestion où il y a encore un tout petit peu d'absorption des aliments, des nutriments, mais là, ça va plus être une phase on va préparer les déchets en fait. C'est vraiment plus on prépare un peu l'évacuation. Donc dans le côlon, il va y avoir quand même un peu de réabsorption d'eau pour éviter justement que les selles ne soient pas trop liquides. C'est vraiment là où en gros le côlon il va façonner un petit peu les selles, si on le voit un peu comme ça, comme un artisan, on va dire, qui va faire ça. Et dans le côlon, c'est là où il y a aussi la plus grosse partie de ce qu'on appelle le microbiote. On entend beaucoup parler aujourd'hui du microbiote.
Donc c'est toutes les bactéries que l'on a dans l'intestin qui ont un rôle super important pour plein de choses. Et en fait, ces bactéries, elles vont continuer aussi de digérer un petit peu ce qui reste du bol alimentaire. Et puis voilà, là, il va y avoir donc une réabsorption d'eau pour garder un peu d'eau dans le corps et commencer à façonner les selles. Et ensuite, il va y avoir l'évacuation donc par l'anus. Donc voilà, en gros, c'est un peu les étapes de la digestion. Et vraiment, chaque étape est importante parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, les plus importantes, c'est celle du haut, c'est vraiment au niveau de l'estomac. Et bon, celle d'après, on s'en fiche un peu. Mais chaque étape est importante puisque je rentre pas dans le détail, mais même ce qui se passe dans le côlon va également impacter les autres étapes de la digestion par plein de mécanismes différents. Donc voilà, chaque étape est vraiment, vraiment liée à l'autre et aussi importante l'une que l'autre. Super, c'est très clair. D'ailleurs, ça suscite quelques questions de ma part. Tu parles pas mal des enzymes et c'est vrai que moi, j'en parle assez souvent dans mes épisodes. Notamment, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur les modes de cuisson et l'importance de ne pas trop cuire ces aliments, notamment pour préserver les enzymes. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Les enzymes, c'est vraiment, comme je l'ai dit un peu, c'est comme des paires de ciseaux. Donc c'est, pour donner un peu une image, que je trouve assez parlante, si par exemple on mange, un aliment qui contient des protéines, les protéines, on peut voir ça un peu comme un collier de perles, donc vraiment un collier avec différentes perles disposées d'une certaine façon et sauf que nous, un collier de perles, on n'est pas capable de le digérer. Enfin, on n'est pas capable de l'absorber. On va être capable de le digérer parce que le processus de digestion, c'est vraiment de transformer des aliments en nutriments que là, on va pouvoir absorber. Et donc, ce collier de perles, il va falloir découper chaque perle, puisque chaque perle, là, on est capable de l'absorber et d'en tirer des bénéfices et que ça passe dans la circulation sanguine. Mais si ça reste sous format de collier de perles, on n'est pas capable. Et les enzymes, ça va vraiment être comme des paires de ciseaux qui vont venir découper ce collier de perles pour en extraire chacune des perles et donc les rendre absorbables et utilisables par l'organisme. Donc, c'est pour ça que ces petites enzymes, on en a vraiment besoin. On en a énormément dans le corps. Elles servent à plein de choses, mais notamment à ce processus de digestion. Et si on manque effectivement de ces petites enzymes ou si jamais on a l'estomac qui est pas assez acide, justement, parce que les enzymes digestives, elles ont besoin d'un certain niveau d'acidité. Si l'estomac n'est pas assez acide, elles vont pas pouvoir. C'est comme si on avait une paire de ciseaux, mais avec une protection en plastique dessus. Du coup, les ciseaux, ils vont pas couper grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir assez d'acidité dans l'estomac, pas trop non plus, mais assez, pour que les enzymes, elles puissent vraiment travailler comme ça et venir découper tous les colliers de perles en petites perles que là, on va pouvoir vraiment nous utiliser. J'ai lu une étude, tu dois en avoir connaissance, qui fait le lien entre notre durée de vie et notre capital enzymatique. J'ai effectivement vu passer ça et il y a aussi après ça touche à la génétique, mais il y a aussi effectivement une histoire de gènes, de chromosomes et en fait les petits bouts des chromosomes qui s'abîment au fil du temps et effectivement plus ils s'abîment vite, plus on vieillit vite. Donc oui, il y a tout un lien effectivement comme ça et c'est vrai que les enzymes, c'est vraiment nos super outils qui servent à faire plein de choses. Elles servent aussi elles interviennent aussi dans le matériel génétique. Enfin voilà, il y a plein de choses pour lesquelles on en a absolument besoin et c'est effectivement important d'avoir une bonne capacité enzymatique. En plus, c'est l'état de nos connaissances actuelles. Il y a encore plein de choses qui sont à découvrir. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est important d'en apporter aussi par l'alimentation. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça on entend souvent il faut manger du cru, voilà, il faut garder une petite assiette de crudité. Ou moi je dis souvent nos grands-parents ils avaient raison parce qu'on commençait le repas à l'époque, moi chez mes grands-parents, toujours par une petite assiette de crudité, que ce soit selon la saison, hein, des tomates, de la salade, des carottes râpées, etc. Et en fait, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, dans ce qui est cru, on va effectivement favoriser ce travail enzymatique, on va amener tout ça, donc ça va favoriser le travail de l'estomac. Ce qui veut pas forcément dire qu'il faut absolument manger tout cru, parce qu'à l'inverse, quand on mange tout cru, ça demande beaucoup plus de travail pour le corps de digérer, puisque la cuisson, c'est une forme de prédigestion. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux, hein. L'idée, c'est d'avoir effectivement un petit peu de cru, un petit peu de cuit, idéalement plutôt des cuissons à la vapeur douce ou des choses voilà qui vont peut-être moins dénaturer l'aliment et moins altérer les vitamines, les enzymes, etc. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre, mais le fait d'en apporter soi-même dans l'alimentation avec une petite assiette de crudité, c'est une très bonne idée, effectivement. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de temps dure la digestion? Je sais que c'est toujours des questions un petit peu
pas piège, mais ça dépend de chacun. Mais voilà, de bons indicateurs pour s'y retrouver. Ouais, tout à fait. Alors, je vais donner une réponse qu'on donne souvent en naturopathie et je sais qu'elle peut être un peu frustrante, mais c'est vraiment ça dépend. En fait, ça va dépendre à la fois de ce qu'on mange et à la fois des capacités digestives de chacun. Donc déjà, si on mange un fruit, par exemple, imaginons on n'a pas mangé depuis 12 heures, donc on est à jeun techniquement, et on mange un fruit, là, il va être digéré en quelques heures, vraiment en peut-être 3 heures quasiment. Il aura fait toutes les étapes de la digestion, à condition que on n'ait rien mangé avant. Parce que le fruit, effectivement, il est assez facile à digérer pour le corps, c'est assez facile d'en extraire les nutriments, voilà. À l'inverse, si on mange un steak, par exemple, là, ça va être beaucoup plus long parce que pour le corps, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller en extraire les nutriments. Ça veut pas forcément dire qu'il faut manger que des fruits et jamais de viande, hein, par exemple. On a vraiment besoin de tout. C'est juste que simplement pour le corps, ça va être plus ou moins compliqué d'aller en extraire les nutriments, mais on a besoin, par contre, de beaucoup de nutriments différents. En moyenne, on va dire, on compte effectivement une douzaine d'heures pour une digestion, donc vraiment de la bouche à l'anus, mais c'est très variable. Ça peut être beaucoup plus court chez certaines personnes, beaucoup plus long chez d'autres personnes. Si on a un métabolisme qui est vraiment ralenti, si on a un péristaltisme qui est le mouvement digestif, toutes les contractions en fait du système digestif. Si le péristaltisme il est très ralenti pour plein de raisons, hein, si on a des soucis de santé ou voilà, ou simplement dans certaines phases de vie, ça peut être beaucoup plus long, voilà. Mais en tout cas, ce processus, effectivement, il est quand même long. Parfois, on peut se dire, là, comme je l'ai décrit, on peut se dire que ça se fait en quelques minutes ou quelques petites heures. Non, c'est effectivement très, très long parce que le système digestif, il fait des mètres et des mètres de long. Donc, il faut le temps que ça passe par tout ça. Et puis, il faut laisser le temps aussi, comme on l'a dit, à toutes les enzymes de pouvoir attaquer les aliments, etc. Donc, ça prend plus ou moins de temps selon ce qu'on mange et selon notre état aussi. Mais effectivement, ça prend quand même un petit paquet d'heures et c'est normal puisque c'est vraiment un processus qui nécessite aussi du temps. On en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi, mais c'est un processus qui peut être aussi largement affecté par le stress, notamment par rapport à sa durée. Oui, C'est ce qui peut peut-être accélérer ou ralentir la digestion. exactement. Selon les personnes, le stress peut avoir l'effet soit d'accélérer ou de ralentir. Effectivement, il y a vraiment un peu de personnalité sur ça. On n'est pas tous fait pareil. Mais en fait, ce qui se passe quand on est en état de stress, c'est qu'il y a certaines fonctions du corps qui se mettent un peu en veille. C'est-à-dire que quand on est en stress, le corps se dit, il faut qu'on se sauve d'un danger. C'est vraiment un réflexe un peu primaire, primitif. Voilà, c'est vraiment stress égale danger. Le corps, il fait pas trop la différence de est-ce qu'on est stressé parce que on a failli se faire renverser par une voiture ou parce qu'on a une présentation à faire devant 30 personnes et que ça nous stresse, quoi. Pour lui, il y a un danger. Donc, quand il y a danger, le corps, il priorise certaines fonctions qui sont absolument vitales et qui sont utiles pour fuir si besoin, combattre si besoin, se mettre à l'abri ou voilà. Et la digestion, à l'instant T, ne rentre pas dans la catégorie des fonctions vitales. C'est-à-dire, bien sûr que la digestion, c'est vital, mais si on est en état de stress, on va plutôt avoir besoin de respirer suffisamment, d'avoir les muscles qui sont assez oxygénés pour fonctionner. Notre cerveau aussi doit fonctionner pour qu'on puisse réfléchir et trouver une stratégie pour se mettre à l'abri ou réagir face au danger. Or, la digestion, ça passe un peu au second plan. Donc, chez certaines personnes, ça va ralentir complètement la digestion. Donc, effectivement, ça va engendrer des symptômes, des lourdeurs, une digestion qui dure plus longtemps, de la constipation, etc. Ou à l'inverse, chez d'autres, ça va créer des diarrhées. Et c'est plus souvent le cas. En général, on retrouve plus souvent des diarrhées de stress. Hein, on l'a tous plus ou moins vécu. Il y a un truc qui nous fait très peur. On a un examen, un truc. D'un coup, on a le transit qui s'accélère un petit peu parce qu'en fait, le corps se dit bon là, on évacue tout ce qu'on peut parce que c'est pas le moment de s'en occuper. Donc, on essaie de s'alléger un petit peu pour pouvoir réagir plus facilement après. Mais chez d'autres personnes, à l'inverse, ça va tout mettre au ralenti et donc ça va créer plutôt un ralentissement de la digestion. Donc effectivement, le stress, il va pouvoir jouer énormément sur tout ce qui se passe au niveau effectivement au niveau de la digestion. En naturopathie, on individualise nos recommandations puisque on est tous différents. Exactement. Alors, pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver, est-ce que tu peux nous donner 3-4 signes qui seraient révélateurs d'une digestion normale ou en tout cas d'une digestion saine? Alors souvent, je dis une bonne digestion, c'est une digestion que vous oubliez, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une bonne digestion, elle doit pas être douloureuse, elle doit pas être inconfortable et elle doit pas trop faire de bruit.
C'est-à-dire que c'est normal, hein, d'avoir un petit glouglou par-ci par-là, voilà, d'avoir, un peu, le ventre qui gargouille, hors moment où on a faim. Parce que bon, quand on a faim et qu'on a l'estomac qui gronde, c'est autre chose. Mais imaginons, voilà, vous venez de manger et dans les heures qui suivent, une bonne digestion, normalement, vous ne la sentez pas. C'est-à-dire que oui, si jamais vous posez un moment en vous disant: «Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre?», vous allez peut-être sentir, voilà, des petits mouvements, mais normalement, vous n'êtes pas censé les sentir, en tout cas, ou que ce soit gênant. Je dis souvent ça, c'est une bonne digestion, c'est une digestion dont vous ne vous rendez même pas compte. Parce qu'en fait, ça se passe sans que vous ayez à y penser et heureusement parce que ça nous ferait beaucoup de boulot si on devait se dire: «Alors là, on va passer de l'estomac à l'intestin grêle, OK, on y va». Donc heureusement tout ça, ça se fait sans qu'on ait à penser à rien. Donc effectivement, elle doit être confortable, silencieuse, voilà et non gênante. Et puis aussi un bon signe quand même de digestion et effectivement, tu l'as dit en introduction, en naturopathie, on aime bien demander aux gens comment sont leurs selles. Et ça peut aussi surprendre parce que bon, on n'a pas trop l'habitude de, étudier, ses selles ou même parler de ça, mais en fait, c'est un critère qui est très important parce que la fréquence et la qualité des selles va aussi nous indiquer si la digestion se fait bien. C'est-à-dire qu'un transit «normal» entre guillemets, puisque bien sûr qu'il y aura beaucoup de facteurs qui peuvent le faire varier, mais un transit normal, on est censé aller à la selle tous les jours. Normalement, idéalement, même si je pousse le truc un petit peu plus loin, on est presque censé y aller à chaque fois qu'on mange. C'est-à-dire que normalement, quand on mange, ça déclenche le péristaltisme intestinal, donc vraiment toutes les contractions du système digestif. Et théoriquement, on pourrait se dire que comme on fait rentrer des aliments, on fait de la place pour les aliments, donc on est censé potentiellement aller à la selle à chaque fois qu'on mange. Bon, heureusement, c'est pas toujours le cas et ce serait pas toujours très pratique, mais on va dire qu'une fois par jour, c'est vraiment normalement le minimum. Et les selles, elles doivent être, en naturopathie, on utilise beaucoup l'échelle de Bristol qui catégorise en fait les selles selon leur aspect. Et nous, on considère en naturopathie, enfin même c'est pas que nous, hein, c'est voilà d'une manière générale, on est censé se situer au milieu de l'échelle de Bristol, c'est-à-dire que en gros l'échelle de Bristol, elle va de vraiment la diarrhée très très liquide à une constipation. Hein, du coup, quand les selles sont vraiment très très sèches et très très difficiles à évacuer, idéalement on est censé être au milieu, c'est-à-dire que les selles elles doivent être bien moulées, faciles à évacuer, sans être non plus trop urgentes ni difficiles à évacuer. Voilà, ça c'est un bon indicateur. Normalement, si ça se passe comme ça, on considère que la digestion, elle est bonne. Et un autre point qui est important aussi, c'est qu'on ne doit pas retrouver d'aliments non digérés dans les selles. Hors exception, parce qu'il y a certaines choses comme par exemple le maïs. Le maïs, souvent, c'est quelque chose, on peut retrouver des petits morceaux de maïs dans les selles. Bon, ça veut pas forcément dire que la digestion se passe mal, mais quand même, normalement, on n'est pas censé retrouver de morceaux d'aliments non digérés. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'observer quand même ces selles. Alors, on ne demande pas non plus aux gens de passer une demi-heure à regarder ce qu'ils viennent d'évacuer, mais au moins de jeter un œil, voilà, et de se dire si jamais il y a des traces d'aliments non digérés dans les selles, c'est potentiellement qu'on n'a pas assez mastiqué, donc on a un peu négligé la toute première étape. Et ça peut vouloir dire aussi que toutes les enzymes et toutes les sécrétions du système digestif ensuite sont peut-être un petit peu trop faibles et du coup n'ont pas réussi non plus à digérer les aliments qu'on a consommés. Donc voilà, c'est un peu des indicateurs qui peuvent normalement nous faire dire OK, la digestion, s'il y a pas de reste d'aliments dans les selles, que la digestion se fait en confort et sans douleur, etc., et qu'on va à la selle une fois par jour, a priori, on peut se dire que ça se passe bien. Tout va bien. Moi, j'aimais bien cette image qu'on nous avait donnée en cours de naturo, c'est que la selle parfaite ressemble à une banane mûre, une banane très mûre. Ah oui, c'est pas mal, exact, c'est ça. Assez parlant. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai que si on rentre encore plus dans le détail, puisque bon, on est là aussi pour parler de sel, idéalement, il faut qu'elle ne laisse pas non plus trop de traces, ni sur les toilettes, ni sur le papier toilette. Et idéalement, on considère que les selles ne doivent pas flotter non plus. Puisque si elles flottent dans la cuvette des toilettes, c'est que potentiellement, il y a une mauvaise digestion des lipides. Et en fait, les lipides vont flotter à la surface de l'eau. Quand on mélange de l'huile et de l'eau, l'huile a tendance à remonter à la surface de l'eau et à flotter en haut. Donc voilà, si effectivement on veut être encore plus précis, comme tu l'as dit, ça doit ressembler à une banane bien mûre et ne pas laisser trop de traces et ne pas flotter dans la cuvette des toilettes. Donc voilà, ça c'est un peu le saint graal. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, juste en regardant et en prêtant attention à ces sensations, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations.
Donc ce serait dommage de s'en priver, Exactement. tout ça parce que c'est un peu C'est tabou. ça. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter parce que c'est vrai que en France particulièrement, oui, c'est un peu tabou. On parle pas trop de ces choses-là. C'est un truc que voilà, on fait seul dans les toilettes et on n'en parle pas. Mais en fait, c'est des choses importantes. Après, il faut pas non plus paniquer si les personnes qui nous écoutent se disent ah mais mince, en fait, moi mes selles elles flottent. Ça laisse des traces sur la cuvette, etc. Ça veut dire que ça va pas du tout. Non, faut pas non plus s'inquiéter. Hein. C'est plus voilà, c'est plus vraiment si on rentre dans les critères parfaits, on va dire, des selles, voilà ce que c'est. Oui, puis comme tu le disais aussi tout à l'heure, les jours passent et ne se ressemblent pas. Il peut y avoir certains jours où notre digestion est optimale et puis d'autres où on est plus stressé, d'autres où on est un peu malade et tout ça, ça va impacter Absolument, notre digestion. absolument, exactement. C'est pour ça que voilà, il faut pas non plus paniquer si on n'a pas la selle parfaite ou la digestion parfaite. Il faut aussi se fier à son ressenti et bien sûr que oui, il y a certains jours où ce sera beaucoup moins bien entre guillemets, selon ce qu'on mange aussi. Si on a des cycles menstruels, ça va aussi impacter, hein. Les hormones impactent aussi la digestion. Donc voilà, bien sûr que là, c'est un peu l'idéal qu'on va rechercher. En tout cas, ça nous donne un indicateur de savoir bon, est-ce que ça va plutôt bien ou pas bien. Si on est très très loin des critères qu'on vient de donner et qu'on a vraiment une digestion compliquée, là, bien sûr, faut pas rester comme ça. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui dysfonctionne sans que ce soit forcément grave, mais on peut trouver des solutions. Donc voilà. Oui, l'idée, c'était vraiment de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ces, on va dire, critères de digestion optimale. C'est ça. Donc, transition idéale. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des inconforts les plus fréquents qu'on peut avoir au niveau du système digestif? Oui, bien sûr, et malheureusement, ils peuvent être très nombreux et très variés. Mais si je devais vraiment donner un peu les principaux que moi j'ai beaucoup vu passer en consultation ou même voilà de toutes les personnes avec qui j'ai échangé, souvent je dirais qu'il y en a un peu. Allez, on va faire un top 3, on va dire. Le premier, je pense que c'est vraiment les ballonnements. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont concernées par des ballonnements plus ou moins intenses. Ça peut aller de juste, je me sens un peu serrée dans mon pantalon quelques minutes ou quelques heures après le repas, à carrément l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte. Les gens disent souvent ça. Ils disent mais j'ai l'impression que je suis enceinte de 6 mois. J'ai le ventre tellement tendu. C'est voilà, c'est très très inconfortable. Donc ça déjà c'est pas normal hein, d'avoir des ballonnements. Après si ça reste assez léger et que bon ça ne n'impacte pas le quotidien, c'est pas dramatique. Mais en tout cas voilà, c'est pas normal que le ventre gonfle après manger. Le deuxième, je dirais, c'est souvent des douleurs qui sont associées souvent au ballonnement ou pas forcément. Il y a aussi des personnes qui juste ont mal au ventre, mais qui n'ont pas forcément le ventre qui gonfle. Donc ça peut être le signe de plein de choses, mais c'est pareil, une digestion, elle doit pas être douloureuse. Normalement, on n'est pas censé avoir mal quand on digère. Donc c'est le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc après, bien sûr, il faut creuser, il faut voir où se situe la douleur, quelle est l'intensité, quel est un peu son aspect. Est-ce que c'est plutôt une douleur qui est liée à la distension, c'est-à-dire effectivement on a le ventre qui gonfle tellement que ça fait mal, ou est-ce que c'est plutôt une douleur comme si il y a des gens qui me disent j'ai l'impression qu'on me met des coups de couteau dans le ventre. Là, ça fait plus penser à une douleur inflammatoire. Donc voilà, dans tous les cas, quand il y a une douleur, quand il y a des choses comme ça, bien sûr, on va voir son médecin parce que ça peut être plein de choses pas du tout graves comme des choses plus graves. Donc, dans tous les cas, on vérifie avec son médecin. Mais voilà, je dirais que c'est un peu le deuxième symptôme. Et le troisième, ça va plus se jouer au niveau de l'estomac, c'est-à-dire des gens qui ont soit des remontées acides ou des brûlures d'estomac ou l'impression d'avoir une brique dans l'estomac après manger. Des gens qui me disent: «Mais j'ai à peine mangé un quart de mon assiette et j'ai l'impression d'avoir mangé un énorme repas de fête. J'ai une brique dans l'estomac, je sens que ça c'est lourd, je mets du temps à digérer et cetera». Donc là, c'est plus en haut du ventre, vraiment, juste sous la poitrine. Donc voilà, en général, ça, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la digestion, surtout là, effectivement, au niveau vraiment de l'estomac, donc la deuxième étape, si on peut dire, de la digestion. Et effectivement, ça va impacter toutes les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre que chaque étape est vraiment dépendante de l'autre et en général, on va travailler de manière assez globale. Mais voilà, je dirais qu'un peu le top 3 des symptômes, ça peut être ça. Après, il peut y en avoir énormément puisqu'il y a aussi des symptômes qui peuvent être liés à un problème de digestion, mais qui ne sont pas des symptômes digestifs. Par exemple, je pense à des maux de tête
qui peuvent être liées à la digestion, mais du coup, on se dit: «Ben non, j'ai pas mal au ventre, j'ai mal à la tête». Oui, mais en fait, ça peut être lié à une mauvaise digestion qui va engendrer pas mal de choses, dont des maux de tête, la fatigue aussi. Beaucoup de personnes on a un peu intégré ce truc de, après le déjeuner, en général vers 14h, on pique un peu du nez, parce qu'on se dit: «Mais c'est normal, je suis en pleine digestion», voilà. Bah, oui et non, c'est-à-dire que oui, bien sûr, la digestion, ça demande beaucoup de travail pour le corps, donc ça peut engendrer une petite baisse d'énergie. Parfois, on a même un petit frisson, tu vois? On a un petit peu plus froid ou voilà. Mais on n'est pas censé quand même piquer du nez et vraiment être complètement KO au point de plus être capable de rien faire. Voilà, là, c'est quand même que soit on a vraiment beaucoup trop mangé ou mangé beaucoup, beaucoup de sucre, par exemple, ça peut aussi faire ça. Ou soit effectivement, il y a un petit souci au niveau de la digestion et donc ça nous fatigue beaucoup plus que ça ne devrait. Donc voilà, il y a plein de symptômes qui peuvent nous indiquer qu'il y a une digestion qui se fait pas forcément bien, mais je dirais que les plus fréquents, les plus communs, ça va être effectivement, autour de ça. Oui, je suis contente que tu aies parlé effectivement des maux de tête parce que c'est quelque chose, on va pas faire le lien et pourtant, aller à la selle tous les jours, peut avoir un effet bénéfique sur les maux de tête qu'on peut avoir. C'est ça, exactement. En fait, les maux de tête, ça peut être lié à tellement de choses que voilà, il faut bien sûr pas les réduire à uniquement le système digestif, mais c'est vrai que la digestion va énormément, jouer aussi. Surtout que moi, je dis souvent que le système digestif, c'est vraiment la base de tout. Un système digestif qui ne fonctionne pas bien, ça va impacter toute la santé au global d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment la digestion, c'est pas juste, ça sert pas juste à, transformer nos aliments, en des sels, c'est vraiment le pilier de la santé. Effectivement, c'est interconnecté avec tous les autres, systèmes, donc il faut pas le négliger. Et je voudrais qu'on parle, alors sans forcément rentrer trop dans les détails, mais quand même qu'on en dise 2 mots, de tout ce qui est perméabilité intestinale. Mmh. Est-ce que tu peux un petit peu, nous expliquer, déjà ce que c'est? Aujourd'hui, alors je sais pas si c'est, mon prisme à moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même une piste qu'on explore de plus en plus et on s'aperçoit qu'on va venir trouver l'origine de certaines maladies dans l'intestin qui sont pourtant des maladies, tu vois, je pense, à la maladie de Parkinson, des maladies, Mmh. neurologiques qui, a priori, n'ont pas de lien direct avec l'intestin et pourtant aujourd'hui on va un petit peu creuser dans cette direction, en rapport justement avec ces problèmes de perméabilité intestinale. Oui, absolument et même, tu vois, tout ce qui est, Alzheimer, par exemple, parfois on parle du diabète de type 3, alors qu'on se dit: «Mais non, Alzheimer, c'est dans le cerveau, ça n'a rien à voir avec le digestif», mais en fait, ça a tout à voir avec le digestif. Donc c'est vrai que c'est une notion, qu'on explore de plus en plus, sur laquelle, la pauvre, on lui met un peu tout, sur le dos, mais en fait, c'est un peu ça. Donc pour revenir un petit peu sur ce concept, en fait, l'intestin, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est censé effectivement laisser passer certaines choses dans la circulation sanguine. L'intestin, c'est vraiment l'endroit où, les choses que l'on a ingérées vont passer à l'intérieur de notre corps. Moi, je dis souvent que le système digestif, c'est comme un tuyau. Donc en fait, ce qui rentre dans votre système digestif, c'est pas vraiment à l'intérieur de vous. Parce que entre la bouche et l'anus, c'est effectivement un tuyau et techniquement, il y a des choses qui peuvent passer de la bouche à l'anus et qui vont pas rentrer finalement. Alors oui, ça rentre à l'intérieur de nous parce que ça rentre dans notre corps, mais en fait, ça ne rentre pas vraiment à l'intérieur de nous dans le sens où ça passe pas forcément la circulation sanguine. Et le système digestif, son boulot, c'est ça aussi, c'est de filtrer ce qui doit passer dans la circulation sanguine, ce qui va nous être bénéfique, donc tous les nutriments, minéraux, vitamines, oligo-éléments, etc. Mais il doit ne pas laisser passer ce qui n'a rien à faire dans la circulation sanguine. Et ça, c'est le rôle notamment de l'intestin. Effectivement, l'intestin, il est fait pour être comme une espèce de passoire, très, très fine avec un système, il y a comme des videurs un peu, il y a plein de portes avec des videurs, à chaque porte comme devant une boîte de nuit qui dit, toi tu passes pas» et normalement il est très sélectif donc il laisse passer vraiment que ce qui doit passer, ce qui peut nous être, bénéfique. Ça, c'est quand tout va bien. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer donc cette perméabilité intestinale, puisqu'on veut que l'intestin, il soit perméable, donc il laisse passer des choses, mais pas n'importe quoi. Le problème, c'est quand on passe dans ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. En anglais, on parle beaucoup de leaky gut, donc ça veut dire l'intestin qui fuit. En fait, c'est quand effectivement l'intestin, ses petites portes, elles sont altérées et donc l'intestin va laisser passer des choses dans la circulation sanguine qui n'ont rien à y faire et qui vont plutôt s'avérer presque toxiques pour nous, en tout cas pas du tout intéressantes et plutôt néfastes. Et donc, c'est là où ça devient problématique parce que ça va déclencher toute une cascade de conséquences
notamment au niveau potentiellement du système immunitaire, puisqu'il faut savoir que comme le système digestif, c'est la porte d'entrée à l'intérieur du corps, il y a une grande partie, en général on parle de 70% du système immunitaire qui est déployé tout au long de ce système digestif, pour justement être prêt à attaquer si jamais il y a des choses qui rentrent qui ne devraient pas rentrer. Donc si effectivement il y a des choses qui passent, qui devraient pas passer, le système immunitaire va se déclencher et parfois s'emballer un petit peu. Donc ça peut déclencher des maladies, ça peut être faire un terrain favorable au déclenchement d'une maladie auto-immune, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de conséquences. Et pour en revenir à Alzheimer, notamment, effectivement, on considère que il y a beaucoup de toxines qui passent la barrière intestinale, qui rentrent dans la circulation sanguine et qui vont s'accumuler dans le cerveau. Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas un seul facteur qui va déclencher une maladie d'Alzheimer, par exemple, mais effectivement, l'hyperperméabilité intestinale aujourd'hui, c'est une vraie problématique parce que normalement, notre système digestif, il est vraiment bien fait, il laisse pas passer ce qui devrait pas passer. Or, quand c'est le cas, quand il y a des intrus ou des toxines ou des choses qui passent la barrière intestinale, là, ça devient problématique. Et aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler, tout simplement parce que nos modes de vie modernes et notre alimentation moderne favorisent malheureusement énormément l'hyperperméabilité intestinale, notamment la consommation excessive de gluten moderne qui, lui, il y a beaucoup d'études qui le montrent. En fait, le gluten moderne fait sécréter une certaine substance qui va effectivement écarter les portes de l'intestin, notamment la surmédication aussi. Si on prend beaucoup de médicaments, dont certains vont être encore pires pour l'intestin, tout ce qui va être aussi toutes les toxines environnementales, la consommation d'alcool aussi. Enfin voilà, il y a plein de facteurs. Le stress aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça joue aussi énormément. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la maladie du siècle, l'hyperperméabilité intestinale. Beaucoup de personnes sont concernées aujourd'hui, si ce n'est tout le monde, à des échelles bien sûr plus ou moins variées. Tout le monde n'aura pas forcément les mêmes conséquences parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que cette notion de perméabilité intestinale, elle est importante et il faut vraiment que la muqueuse intestinale fonctionne le mieux possible pour bien jouer son rôle de filtre et ne laisser passer que ce qui devrait vraiment passer et filtrer le reste. Je trouve ça vraiment passionnant. J'aurais encore 1000 questions à te poser, mais bon. Juste une dernière question pour terminer, parce qu'on va pas non plus trop rentrer dans le détail, mais est-ce que tu aurais quelques recommandations à nous faire pour tendre vers une digestion parfaite, optimale? Déjà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de son environnement dans lequel on évolue et particulièrement au moment de manger. Donc c'est vrai que moi je dis souvent si vous mangez un sandwich en marchant dans la rue parce que vous êtes en retard à votre prochain rendez-vous, il y a peu de chances que la digestion elle se passe de manière optimale. Ça peut être le cas quand même, hein, parce qu'il y a des personnes qui me disent mais moi je mange toujours un sandwich à moitié en courant dans la rue et j'ai aucun problème de digestion. Bon, parfois ces personnes-là soit ne se rendent pas compte qu'elles ont des problèmes de digestion ou soit effectivement elles ont un très bon métabolisme pour l'instant parce que ça peut aussi changer dans les années qui viennent, hein. Il faut pas non plus se dire que parce que c'est OK à 20 ans, ce sera OK à 40 ans ou 50 ans. Mais voilà, déjà, bien sûr que pour bien digérer, il y a quand même des choses un peu basiques. C'est quand on mange, eh bien, on mange. C'est-à-dire qu'on essaye de pas faire autre chose en même temps. Alors, je demande pas non plus forcément aux personnes de se transformer en moine bouddhiste et de manger dans le silence, en pleine conscience, en étudiant tous les aliments qui sont devant eux. Ça, bien sûr, ce serait l'idéal, mais même moi, je le fais pas, donc je serais mal placée pour recommander ça. Mais en tout cas, voilà, de prendre le temps de manger, de faire du repas un vrai moment et pas juste une espèce de corvée ou un truc de ah oui mais là je suis en train de perdre du temps, j'aurais mieux à faire. Idéalement, on considère qu'il faut allouer au moins 20 minutes juste au fait de manger, hein. Ça n'inclut pas le fait de se préparer à manger, et cetera. Parce que des fois les gens me disent oui je prends 20 minutes pour manger, mais en fait les 20 minutes ça inclut se préparer à manger, débarrasser, faire la vaisselle. Donc je leur dis bah non en fait vous avez 3 minutes pour manger, donc là c'est pas possible. Donc idéalement, voilà, il faudrait 20 minutes pour vraiment prendre le temps d'apprécier son repas dans un environnement plutôt calme ou en tout cas pas stressant. C'est-à-dire que bien sûr, si on mange avec des gens, on peut participer à la conversation et voilà, même s'il vaut mieux éviter de mâcher et de parler en même temps. Mais bon, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, dans un environnement qui est plutôt calme, apaisant, pas stressant. Et puis, prendre le temps de bien mâcher. On l'a un petit peu évoqué au début, hein, mais vraiment l'étape de la bouche, elle est hyper importante.
Donc on essaye de se concentrer pour mâcher suffisamment ces aliments. Idéalement, il faudrait que ça ressemble vraiment à de la bouillie pour bébé. Moi, je dis souvent aux gens ce que vous pouvez faire, parce que des fois les gens me disent: «Ah oui, j'ai entendu dire qu'il fallait mâcher 32 fois avant d'avaler, et cetera». Je leur dis: «Oui, si ça vous va, vous pouvez compter, mais moi j'ai peur que ça vous stresse plus qu'autre chose et que ça enlève tout le plaisir de manger». Il faut que manger, ce soit un plaisir, en fait. C'est vraiment cette notion, elle est aussi importante. Voilà, et donc moi, je leur conseille souvent de se concentrer déjà sur ce qu'ils font et de se dire, au moment où normalement ils auraient avalé leur bouchée, de mâcher encore 2 ou 3 fois. Juste ça. Je leur demande juste ça. Je me dis: «C'est pas trop dur», et en fait, souvent ça marche parce que déjà ça permet de remettre un peu de conscience sur ça, et puis finalement, les 2-3 fois, ils se transforment peut-être en 5-10 fois, ou en tout cas, voilà, on fait un peu plus attention à ce qu'on mange, à la façon dont on mange. Donc voilà, ça c'est important déjà. Le cadre dans lequel on va manger, c'est déjà, super important, même si parce qu'il y a aussi les aliments bien sûr qu'on va manger, mais c'est vrai que j'avais un prof en formation de naturo, certains, le reconnaîtront, peut-être, qui Mmh. nous disait: «Il vaut mieux manger une carotte pleine de pesticides avec notre meilleur ami, plutôt que de manger une carotte bio en pleurant tout seul à table parce qu'on est triste et que rien ne va dans notre vie». Donc voilà, il faut aussi modérer ça, et voilà, le fait, encore une fois, le plaisir de manger, l'aspect convivial, et cetera, c'est aussi hyper important. Mais bien sûr, il y a aussi ce qu'on va mettre dans notre assiette. Donc idéalement, voilà, il faudrait une assiette qui soit la moins transformée possible. On va éviter tout ce qui est aliments ultra transformés, tout ce qui va être fast-food, et cetera. En tout cas au quotidien, hein, bien sûr. Parce que ça, forcément, c'est pas les meilleurs amis de la digestion. Malheureusement, dans les aliments ultra transformés, il y a beaucoup de choses qui vont perturber justement l'intégrité de la muqueuse intestinale, la digestion, l'acidité de l'estomac. Voilà, donc si on ne mange que des aliments ultra transformés, ça va être compliqué d'avoir une bonne digestion. Donc voilà, après, bien sûr qu'il y a aussi l'équilibre, dans l'assiette, mais celui-ci sera quand même assez différent selon les personnes. Donc je vais pas rentrer dans le détail de, il vous faut tant de grammes de ça, et cetera, parce que ça, c'est impossible. Chaque personne, a des besoins différents. Mais en tout cas, voilà, des choses qui sont effectivement les moins transformées possibles. Comme on l'a évoqué, si possible, un petit peu de cru. Pourquoi pas en entrée? Par exemple, une petite entrée de crudité sans se faire forcément une énorme, assiette, hein. Faut aussi respecter nos capacités digestives, mais une petite entrée de cru, ça peut être pas mal. Et voilà, et après, surtout prendre le temps de bien, mâcher ses aliments, dans le calme, et voilà. Et aussi une chose qui peut, être intéressante, c'est pourquoi pas de se faire une petite marche digestive, sans aller courir un marathon, hein, clairement, parce que ça ne va pas fonctionner. Mais simplement, pourquoi pas, je crois que c'est au Japon où ils ont cette pratique des 100 pas, je crois, après le déjeuner. L'idée, c'est simplement de se mettre un petit peu en mouvement après manger. Ça peut être intéressant puisque ça peut stimuler un petit peu le travail de la digestion. C'est aussi bon pour réguler le taux de sucre, dans le sang, donc la glycémie. Donc voilà, ça peut être un petit bonus, une petite marche digestive s'il fait beau. En plus, ça permet de s'aérer et de, voilà, prendre un peu l'air. Si c'est avec un ami ou un collègue qu'on aime bien, c'est encore mieux. Voilà, ça peut aussi jouer sur la digestion. De très bons conseils, merci Anne-Sophie. Alors j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de ton podcast, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes activités? Alors effectivement, j'ai un podcast qui s'appelle Bien dans mon ventre, sur lequel, je publie, un nouvel épisode, tous les mardis. Donc voilà, sur lequel je parle de, tous les sujets liés de près ou de loin, à la digestion, voilà, au microbiote, aux troubles digestifs, et cetera, et cetera. Après, je suis assez présente aussi, sur Instagram, et puis j'ai aussi une newsletter dans laquelle je partage, aussi, un peu, des conseils, des bons plans, voilà, des actus, et cetera. Voilà, c'est un peu les trois piliers pour me trouver, et me contacter aussi si besoin, voilà, sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec les personnes qui veulent échanger sur ces sujets. Et tu fais aussi une formation à destination des professionnels? C'est ça, j'ai aussi une formation donc qui s'appelle Naturodigest, qui est à destination des naturopathes et autres, professionnels, du soin. Donc ça peut être aussi pour les nutritionnistes, pharmaciens, infirmières, et cetera. Dans laquelle je transmets effectivement toutes mes connaissances sur la prise en charge, des troubles digestifs, où là, on rentre vraiment dans le détail de, beaucoup plus de, chaque étape de la digestion, vraiment au niveau, chimique, qu'est-ce qui se passe, et aussi tous les troubles digestifs, en passant de syndrome de l'intestin irritable à la candidose, le SIBO, l'hypochloridrie, voilà, plein
plein de troubles digestifs qui sont malheureusement assez communs et assez fréquents. Et donc, j'explique effectivement comment, qu'est-ce que sont ces troubles digestifs, quelles sont les causes, les conséquences, la prise en charge, etc. Et j'ai aussi donc créé l'année dernière une autre formation à destination du grand public. Pour le coup, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de formation professionnelle qui, elle, s'appelle Digestion facile, dans laquelle j'explique justement les causes. En fait, j'aide vraiment les gens à comprendre les causes de leurs troubles digestifs pour pouvoir ensuite mieux agir et mieux comprendre. Et pas rester passif. Si par exemple le gastro-entérologue leur dit vous avez un syndrome de l'intestin irritable, ok, mais c'est quoi, je fais quoi, exactement ce que j'aurais voulu avoir moi il y a quelques années, effectivement, quand je me suis retrouvée dans cette situation. Donc voilà, j'ai effectivement ces 2 formations pour démystifier tout ce qui touche aux troubles digestifs. Ouais, c'est une super idée ça. Merci beaucoup Anne-Sophie. De toute façon, je mettrai le lien vers ton site internet dans les notes de l'épisode. Super. Et merci beaucoup pour tous tes partages. Avec grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!